On vous souhaite vraiment un bienvenue. Nous sommes vraiment heureux de vous retrouver après cette longue période. J'aimerais juste donner pour les personnes qui ne sont jamais venues ici quelques informations, petites informations. C'est que nous sommes un lieu de créativité. Nous pensons les deux absolument que la créativité nous amène à vraiment des milliers de miles plus loin, des kilomètres pour nous ici. C'est vraiment quelque chose qui permet de se révéler, de trouver une satisfaction intérieure. Peu importe quelle créativité que vous allez choisir. Mais ici, on peut vous guider, on peut vous accompagner de ce qui est votre choix pour vous découvrir votre talent et votre créativité. Ce soir, c'est la créativité de l'écriture. Didier, il a enfin écrit quelque chose que j'avais tellement envie qu'il mette sur papier, qu'il dit souvent, très souvent, mais personne ne l'entend. Et il faut qu'on l'entende. J'aimerais juste, pour finir ma petite introduction, tirer une phrase qui colle tout à fait ce que nous avons envie de dire ce soir, et tu continueras. C'est le discours, l'ambition altruiste, la culture et les valeurs nourrissent notre esprit. Par votre élocution et par la richesse de votre discours, jaillira l'expression de vos valeurs et de vos passions. Je vous souhaite une soirée passionnante. Wow. Merci. Merci à tous d'être là. Alors j'ai longuement réfléchi, je me suis dit est-ce que je prépare quelque chose? Et puis après tout, allons-y. Il y a des points sur lesquels je ne vais absolument pas revenir parce que notre cher ami Jacques Besson est ici présent pour ceux qui ont assisté à ces conférences, notamment sur la conscience. Donc je vais tout de suite entamer puisque certains n'étaient pas là lors de la conférence sur la symbiocratie et la symbiose. Et tout est parti de là. C'était juste après 2008. J'ai commencé à étudier pour une entreprise des problèmes concernant le leadership, le remplacement, la succession des managers, etc., etc. Et puis de là, je suis rentré. J'avais déjà écrit un livre en 97 qui s'appelait « Les richesses économiques du cerveau ». Je suis dans un monde où j'arrête pas. Pourquoi? Parce que je suis curieux. Et pour parler juste quelques minutes de moi, j'ai été détecté à l'âge de 12 ans. Je vais vous faire un aveu, ça fait 58 ans. Hein? Côté sur les doigts, c'est... Et j'ai été détecté HP, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui HP, et on appelait ça autrefois surdoué, ce qui est épouvantable, hein. Je peux vous dire, c'est le pire nom qu'on peut donner à un enfant, le pire surnom, parce que surdoué, quand je suis sorti de chez le psychiatre, qui s'appelait Copernic, c'est pas une blague, c'est pas une blague, hein. Et qui a dit à mes parents, foutez-lui la paix, il fonctionne pas comme vous. Donc mon père a dit, si t'es surdoué, tu dois être premier en tout. Et ma mère a dit, puisqu'il faut te foutre la paix, on va te mettre en pension. Donc la pression sur le dos à l'âge de 12 ans. J'ai toujours été donc de ce fait un rebelle, puisque je n'ai jamais accepté cette logique. Et j'ai toujours cherché, fouillé, provoqué, contredit, même en racontant des conneries exprès pour que l'autre s'exprime et puisse sortir ses tripes et me prouver qu'il avait raison. Et donc je suis rentré dans ce jeu-là et j'ai fait toute ma vie de cette façon-là. Et grâce aux dernières années et grâce aux différents boulots que j'ai eus en tant que formateur, j'ai fréquenté des endroits infréquentables. Des endroits sombres, des endroits noirs, des endroits où il se passe des choses, des endroits où certains diraient ils complotent. Et j'ai découvert, enfin j'étais déjà au courant puisqu'à l'âge de 20 ans je prenais des cours en sciences politiques et en sciences économiques et que mon professeur m'avait déjà informé qu'il allait se passer dans les années à venir un certain nombre de choses. Lui était très focusé sur les accords de Yalta, le partage du monde, la répartition des pouvoirs et des richesses, etc., etc. Mais c'était déjà un début. Et donc j'ai jamais arrêté de chercher, de regarder, de confronter, d'opposer un certain nombre de données pour voir où se trouvait la vérité, parce que pour moi la vérité elle est dans chacun de vous. Il n'y a pas une vérité. Il y a une réalité,
sont des chiffres, sont des faits, sont des analyses, mais il y a chacun, à partir de là, va faire sa vérité. Donc on peut débattre pendant des heures en disant qu'on a tous raison. Si c'est par rapport à chacun de nos vérités, on va débattre pendant des heures en disant qu'on a chacun raison. Et on n'avancera pas. Et ce « on n'avancera pas » me pose un problème parce qu'en fait, si on veut que les choses évoluent, si on veut que le monde évolue, c'est pas tout seul qu'on va y arriver. C'est ensemble. Et ça, c'est mon leitmotiv depuis 2012 où j'ai commencé, on va dire, de façon plus administrée des travaux avec des chercheurs, des neurologues, des psychologues, des yologues, comme ils disent au Québec, de telle sorte que on confrontait nos idées et on savait qu'il allait se passer quelque chose, on voyait les évolutions, on voyait l'évolution d'un certain nombre de maladies psychiatriques, et etc., etc. Donc on se disait bien que le monde ne tournait pas rond. Mais tous ces gens qui souffraient avaient souvent un point commun, c'est qu'ils étaient seuls. Et que les gens qui sont en relation sont des gens qui vont mieux, déjà. Après, je ne sortirai pas des statistiques, etc. ce soir. Donc, ensemble, pour moi, c'est devenu le mot clé de ces années depuis que, en fait, mon troisième livre, qui était Être leader dans un monde nouveau, est sorti en 2015. Pour moi, c'est le mot clé. Mais j'ai beau le répéter, j'ai beau faire des formations, j'ai beau faire des conférences, ensemble. De quoi qui cause, ensemble, de quoi qui cause. Donc c'est hallucinant de voir que personne. Et puis on a continué à travailler. Le ensemble, il devient automatique quand on est dans la catastrophe, pour pas employer un autre mot plus trivial, d'accord? C'est-à-dire que un tremblement de terre, une famine, un tsunami, bizarrement, on se rassemble. Bizarrement, on se retrouve ensemble. Mais tant qu'il ne se passe rien, je continue ma route tout seul. Sauf qu'en ce moment, il se passe des choses. Mais personne ne les voit, personne ne les ressent. Enfin, peu de gens les voient, peu de gens les ressentent. Pourtant, sur le plan international, au niveau... Alors, je ne parle pas que de la guerre, je parle des finances, je parle des monnaies, je parle des richesses naturelles. Il se passe quand même des choses si on s'informe, si on écoute des chaînes qui n'en parlent pas. Donc si on cherche, si on creuse, il se passe des choses à l'heure actuelle sur la planète qui devraient normalement nous faire prendre conscience. Eh oui, mais c'est pas devant notre porte. Eh oui, mais on ne souffre pas. Ah, mais oui, mais on n'est pas atteint dans nos chairs et dans nos tripes. Alors on bouge pas. Alors il n'y a rien à faire, on se met pas ensemble. Et pourtant, avec cette mécanique de la symbiocratie que j'avais développée, qui est un truc tout simple, hein, qui repose, parce qu'on avait analysé la question en se disant, c'est drôle, il y a des gens dans la vie, à chaque fois qu'il y a des catastrophes, ils ont une idée, ils rebondissent, ils ont des intuitions, ils savent prendre la bonne direction, même quand il n'y a pas de catastrophe. Ils savent capter les vibrations, les fréquences du monde pour prendre la bonne direction, pour aller dans le bon chemin. Alors qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces gens-là? Alors on a analysé pas mal de personnalités, de ce que j'appelle des vrais leaders, depuis Alexandre le Grand jusqu'à, on va dire, le dernier en date qui était Steve Jobs. Et quand on a eu à peu près terminé nos travaux, à l'époque donc de mon livre en 2015, Steve Jobs a eu la gentillesse de décéder et de nous laisser son livre. Ce qui m'a permis d'accéder aux études. Oui, je suis toujours un peu cynique, moi, dans mes propos, je sais, mais bon. De toute façon, dans toute situation, il y a un cadeau caché. Hein, ok? Donc, même les pires situations, il y a un cadeau caché. Mais moi, je vis comme ça depuis 70 ans. Hein, donc, donc, le cadeau caché, on analyse la biographie de Steve Jobs, on recherche à droite et à gauche, et subitement, je me dis, je regarde mes copains et je leur dis, dites donc les gars, j'ai l'impression qu'on a déjà rencontré ce personnage-là dans les études qu'on a fait. Oh ouais? Tu crois? Ouais. Il y en a un, il s'appelle Scipion l'Africain, 252 avant Jésus-Christ. Ça faisait 2200 ans d'écart, hein, quand même. Réincarnation, peut-être. Et alors, on reprend les travaux.
Et on se dit, ouais, quand même, en termes de storytelling, en termes de stratégie, en termes de comportement vis-à-vis de son marché, l'un c'était un guerrier, mais l'autre c'était quand même un marchand, il y a des trucs très étonnants. Ah, ça veut dire qu'il y a une forme, il y a une façon de faire, peut-être. Du coup, on repasse un certain nombre de leaders sous un prisme, et on se dit, en fait, ces gens-là, ils ont des valeurs, ils ont de la culture, ils ont la notion du résultat, mais pas que du résultat matériel, du résultat humain et matériel associé. Ils ont donc de ce fait le discours et les comportements. Et mon coup de génie, c'est ils ont une ambition altruiste. Même s'ils trucident des gens, il y a derrière une ambition altruiste. Et du coup, on a un schéma et on regarde s'il y a des mécaniques et d'autres leaders qui sont de ce fait, alors au démarrage de leur richesse et de leur réussite. Parce qu'après, quand ils engrangent des millions ou des milliards, ça transforme un peu les neurones et parfois ils pètent un câble. Et donc au travers de ça, je me suis dit, ok. Et puis dernièrement, je suis retourné 2 ou 3 fois au Canada cette année et j'ai pu rediscuter avec différentes personnes et des gens que j'avais formés là-bas avec la symbiocratie et qui me disent, tu sais, avec tout ce qu'on vient de vivre, quand on travaille ensemble sur les valeurs, quand on travaille ensemble sur l'ambition altruiste de l'entreprise, on arrive à une dynamique et une motivation de groupe absolument incroyable. Voilà. Et il y a un autre qui me dit, ouais, mais il n'y a pas que ça. J'ai l'impression qu'il y a une ouverture à la spiritualité. Ah, alors là, je suis un peu... Ça, c'était en février ou mars. Je suis un peu stupéfait. Je me dis, tiens, du coup, ça a redéclenché chez moi l'envie de reprendre mes premiers travaux, mon livre, et de revoir. Et effectivement, quand on passe ces journées, enfin, quand on passe ces journées, on n'est pas obligé non plus d'être comme au couvent ou au monastère, mais quand on regarde le monde en se disant de quoi il a besoin, qu'est-ce que je peux faire pour lui, quels sont mes talents, en quoi je peux livrer mes talents. Et de ce fait, enrichir ma culture, être resté curieux, aller à droite, aller à gauche, m'informer, regarder les différents points de vue, les contredire, les opposer avec d'autres personnes, toujours ensemble, pas tout seul, et respecter les avis différents. Si je fais tout ça, d'abord je vais enrichir ma culture, et on le sait sur le plan neurologique, plus on se confronte, plus on débat autour d'idées nouvelles, et plus on crée des connexions, n'est-ce pas, professeur? Absolument. Heureusement que j'ai un soutien scientifique. Je suis venu exprès pour cautionner. Ah, c'est gentil. Alors, je me dis, tiens, c'est bizarre, dans le monde où nous sommes, et dans l'état où nous sommes en ce moment, est-ce qu'il ne serait pas temps, et c'est ce que nous faisons donc depuis presque 1 an maintenant avec Angelina, avec nos conférences du lundi soir, et puis parfois du mercredi, où notre cher ami Jacques vient renforcer l'équipe, eh bien, c'est de pouvoir discuter, confronter, éveiller, partager des idées pour créer des connexions et essayer de comprendre le monde. Il y en a qui croient dans une chose, il y en a qui croient dans une autre. On n'est pas là pour des guerres de chapelle, on est là pour construire demain ensemble. Et ça, c'est depuis ma naissance. J'avais un mot, ce qui fait encore rire ma sœur, qui a quelques années de plus que moi, j'avais un mot, c'est dommage. Pourquoi? Parce que quand j'étais tout gamin, j'entendais les parents discuter, ou j'entendais sur des sujets X ou Y, et puis souvent à la fin de leur conversation, je disais « dommage ». Et dommage pourquoi? Ben, je dis parce qu'on pourrait faire autrement. Et puis on pourrait avoir un autre résultat. Sauf que mes parents de l'époque où ils étaient, ils me disaient pas « c'est-à-dire, explique ». Aujourd'hui, on le ferait avec beaucoup plus facilement avec des enfants. Mais à l'époque, c'est « va te coucher, tu racontes n'importe quoi, tu connais rien. Hein. Est-ce que tu as des diplômes pour pouvoir nous adresser la parole ?» C'était à peu près ça, notre époque. Alors voilà, mais j'ai toujours dit dommage. Et j'ai toujours ce mot-là de me dire on est dans un monde extraordinaire avec des talents incroyables et on est en train de regarder le bateau couler sans rien faire. Et moi, en tant que HP, j'ai un truc qui me prend aux tripes, qui parfois m'empêche de dormir, c'est l'injustice. Okay, et c'est de voir le monde sombrer. C'est quelque chose chez moi qui est très fort. Je
Je me suis calmé avec le temps, mais je m'étais, il y a, oui, ben avant, je cassais des portes, hein. Mais quand j'avais 40 ans et que j'étais un peu avec un pied dans la politique, en espérant changer le monde, je me suis aperçu au bout de 2 ans que je changerais rien du tout, qu'ils en avaient rien à foutre. J'avais juste une belle gueule et une grande gueule qu'ils pouvaient mettre en avant pour récupérer des voix et pour prendre le pouvoir. C'était à ça que je servais, pas plus. Mais dès que j'avais une idée, on me disait « laisse tomber, tu sais pas comment ça fonctionne ». Non. Donc de ce fait, j'ai découvert comment ça fonctionne. Et je trouve que maintenant, là, aujourd'hui, comme je le dis dans mon livre, puisque c'est la 2e couverture qui est cachée, c'est « stop, ça suffit ». Stop, ça suffit. Si on met pas notre pied à terre, comme disent les Québécois, pour dire « stop, ça suffit », eh bien, je peux vous assurer que dans les mois qui viennent, ce sera fini. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est une accélération d'un processus qui était prévu sur beaucoup plus longtemps, mais qui, du fait d'un certain nombre d'éléments, sont en train d'être accélérés parce que les gens qui avaient prévu de nous faire sombrer sont en train de perdre la main parce qu'ils ne pensaient pas qu'il y aurait autant d'éveillés. Nous ne sommes pas des complotistes, nous sommes des éveillés. Il faut être clair, ok? Donc ils ne s'attendaient pas à ça. Et j'en viens à la dernière partie de mon livre, et puis ensuite on va pouvoir échanger. C'est la notion que j'ai reprise, vous verrez sur ma chaîne YouTube, j'ai interviewé Philippe Guillemont, qui est venu souper ici un soir. Et on a parlé de la physique quantique. Alors je vous ferai pas un cours sur la physique quantique, c'est pas mon truc, c'est le sien. Là, je l'ai interviewé, il y a 2 vidéos de lui sur ma chaîne YouTube, vous pouvez les regarder. Mais ce avec quoi nous nous rejoignons, lui, Jacques et moi, c'est sur cette notion de prière. Alors après, on peut l'appeler de mantra, de vibration, d'intention, de fréquence. Prenez les mots qui vous correspondent, mais c'est là-dessus qu'on a un travail absolument fabuleux à faire. Alors lui, il le démontre avec des calculs mathématiques. Comme quoi, le futur, il le dit, je reprends ces mots, le futur est déjà réalisé. Le futur dépend de nos pensées. Vous avez des gens qui passent leur vie à se plaindre, il leur arrive que des catastrophes. Je fais des caricatures, hein, mais... Et puis vous avez des gens qui vivent des catastrophes, non pas parce qu'ils sont sans arrêt en train de se plaindre, parce que de temps en temps, malheureusement, il y a un virage un peu plus difficile à prendre, ou peut-être que l'univers a besoin de nous éveiller sur 2-3 choses, donc elle nous fait prendre un petit virage un petit peu plus délicat. Et ce qui est important de bien prendre en considération, c'est que nous sommes dans ce virage et nous avons le pouvoir de créer cette vibration, de créer cette fréquence. Avec en plus un avantage extraordinaire, c'est qu'on peut nous couper Internet demain, ça continue à fonctionner. Donc dans la dernière partie de mon livre, j'en parle parce que je crois que c'est aussi très très important, non seulement de rentrer là-dedans, mais de pratiquer et d'enseigner aux enfants à pratiquer. Comme on fait, j'invente rien, en Inde c'est comme ça que ça se passe, hein. On apprend aux enfants à faire des mantras et à pratiquer pour la paix, pour que la culture soit bonne, pour qu'on mange tous les jours, pour que papa, maman aillent bien, etc., etc. Ça fait partie d'un état mental. Ici, en Suisse, comme disent les amis québécois, on est gradure, d'accord ? Gradure, ça veut dire on a à manger tous les jours, on se pose pas de questions, on est tranquille, on n'a jamais eu la guerre, tout va bien. Donc, pourquoi est-ce qu'on se remettrait en cause ? Eh bien, la première remise en cause, c'est certainement la plus difficile, la plus délicate, c'est cette remise en cause au niveau du mental, au niveau de la psyché, au niveau des vibrations et au niveau des fréquences. Et ça fonctionne. Et ça, je peux vous le dire, moi je peux vous raconter des morceaux de ma vie. Comment je suis parti au Canada, quand j'ai vu la France, et puis que j'étais en même temps à l'ENA, je savais donc, je connaissais le programme, comme on dit. Donc, j'ai dit, pour l'avenir de mes enfants, peut-être que le Canada, ce serait mieux. Moi, j'ai rêvé de la Suisse, mais le Canada, c'est peut-être pas mal. Ce serait bien que je parte au Canada. Alors, le premier livre que j'ai écrit avec mon compère Philippe Laurent sur les richesses économiques du cerveau, bizarrement, il a été édité par un éditeur canadien, qui nous a fait venir au Canada pour faire des conférences, pour lancer le livre, comme ça se passe en Amérique du Nord. Bizarrement, dans la salle, il y avait un chef d'entreprise qui m'a dit « Vous avez aussi des compétences en marketing ?»« Oui, monsieur. Ça vous dit de venir travailler au Canada ?»« Oui, monsieur, mais j'ai 4 enfants. Je vous fais les papiers. » C'était ça, ok ?
Comment se sont passés les papiers? Il m'a fait une lettre d'embauche, un contrat, etc. Je suis allé à l'ambassade et à ce moment-là, à Paris, et à ce moment-là, il y avait des restrictions sur les... Parce que moi, à l'époque, j'avais... c'était... Vous allez vite calculer. J'avais 47 ans. Et je ne faisais pas partie des gens éligibles à l'immigration. Et en plus, j'avais pas de diplôme. Donc, je n'étais pas éligible pour l'immigration. Pas de diplôme. 47 ans, il privilégiait tous les 30-40 ans avec des diplômes. J'y suis allé, je suis arrivé au guichet, j'ai dit bonjour, j'aurais voulu un visa de travail et le visa pour ma femme et les 4 enfants. Oui, bien sûr, avec plaisir. Poum, 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 poum. Je suis reparti avec tout. Voilà. Ça veut dire que quand on porte quelque chose en soi qui est plus fort que soi, ça se réalise. Il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Et moi, j'ai vécu, toute ma vie est faite de ça, à longueur de temps. Et je pense que vous avez tous des exemples de choses que vous avez portées en vous, que vous avez rêvé. Et je parle pas de choses matérielles, parce que là, j'ai pas rêvé de faire fortune au Canada. J'ai pas rêvé de choses matérielles. J'ai rêvé d'une vie. J'ai rêvé de quelque chose qui se passe pour mes enfants, etc. Alors ça, c'est la dernière partie de mon livre. Pour que ça fonctionne, il y a un chapitre. C'est le pardon. Et le pardon, dans notre société où on est gradure, comme je disais tout à l'heure, il n'est pas simple. Parce que d'abord, pardonner aux autres, parfois on croit qu'on a pardonné, mais on ne leur a pas demandé s'ils étaient d'accord pour leur pardonner. Il faut être deux. Et puis la première chose à faire, c'est de se pardonner à soi-même. Parce qu'on n'a peut-être pas forcément, toute notre vie, été super cool. Avec soi-même déjà. Parfois, on s'est fait des violences. Donc la première chose, c'est de se pardonner. Et la deuxième chose, c'est de pardonner aux autres. Et j'en arrive, quand je pense aux mantras, aux prières, aux fréquences, aux vibrations, à dire nous devons aussi pardonner à ceux qui essayent de nous saccager en ce moment. Et je sais que pour beaucoup, c'est pas facile. Moi, j'ai à peu près perdu 5 à 6 personnes durant ces 3 ans. Okay, qui m'étaient chers. Donc, nous devons pardonner pour passer à autre chose. On ne peut pas organiser, construire le monde dont on rêve à peu près tous si on ne largue pas les valises du passé et si on ne pardonne pas. Alors vous avez des gens, vous allez me dire, c'est pas facile parce qu'eux, ils n'ont pas le pardon facile. Mais c'est pas grave, il faut avancer. Et c'est en faisant ce pardon et en rentrant dans ces fréquences et ces vibrations que nous allons arriver à passer à autre chose et à bousculer les choses sans pour autant qu'on soit repérable. Hein. On porte pas de grenade, on manifeste pas, on met rien sur les réseaux. C'est simplement le fait d'être dans cet état d'esprit. On peut même aller plus loin sur les exercices qu'on peut faire en se disant, on pourrait se dire que tous les lundis matins, tous les dimanches soirs, à distance, on n'a pas besoin d'être groupé, on va chacun visualiser cette Suisse que l'on veut, ok, cette Suisse fière, cette Suisse heureuse, cette Suisse libre, qui retrouve sa souveraineté, qui peut passer à autre chose, cette Suisse entreprenante, mais autant faut-il qu'on soit nombreux à le faire. Alors dernièrement, une jeune femme que je ne nommerai pas m'a dit « J'ai lu ton livre, j'ai écrit un mantra pour la Suisse. » Alors je l'ai lu et c'était le mantra qu'il ne faut pas écrire, qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire débarrasse-nous des mauvais. Donc on est dans la vengeance, on est dans la haine, et plus je vais repousser l'énergie négative de l'autre et plus je vais l'amplifier. Alors j'ai réécrit ce mantra, hein, il sera libre, il est à la sortie. C'est juste une inspiration. Vous pouvez à partir de là broder. Et je vais même, parce que j'ai envie qu'on fasse l'exercice, je vais même m'enregistrer au niveau de ma voix. Et si on a tous vos adresses mail, je vais vous envoyer l'audio. Saint Thomas. Saint Thomas. Je ne sais pas si vous avez écouté Saint Thomas, c'est moi. Voilà, parce que il faut passer dans le concret. J'ai eu une autre formation quand j'étais chez les maristes un peu plus jeunes. C'était des maristes, mais c'est la formation de Saint Ignace de Loyola. Ce sont les exercices de discernement.
Le discernement, ça veut dire avoir la foi, porter en soi ce en quoi on croit, mais poser les gestes. Comme je dis vulgairement, mais bouge ton cul, je veux dire. C'est l'histoire de, comment il s'appelle, Moshe. Il est là sur le mur des lamentations à Jérusalem, et puis tout le monde le regarde, et Moshe, il vient prier sur le mur des lamentations. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il a changé? Hein? Alors, on l'entend. Alors les gens, petit à petit, jour après jour, commencent à se rapprocher pour essayer de comprendre ce qu'il est en train de dire. Il se rapproche, il dit, Moshe est en train de prier sur le... Oh là. Puis il y en a un qui arrive à entendre et qui dit, il entend Moshe qui dit, Seigneur, faites-moi gagner au loto, Seigneur, faites-moi gagner au loto, Seigneur, faites-moi gagner au loto, faites-moi... Et puis il est là pendant des semaines et des mois. Seigneur, puis les autres le regardent, on commence un peu à se marrer. Puis un jour, il y a un nuage noir au-dessus du mur, un éclair qui pète très fort, et la voix de Dieu qui dit « Mais Moshe, prends un ticket !» Voilà. Voilà. C'est ma petite histoire pour vous faire comprendre que c'est pas le tout de le faire, c'est faut le porter en soi, dans nos gestes, alors que ce soit parce qu'on refuse l'argent électronique. C'est un vrai problème, mais je veux dire, Jacques est mieux placé que moi pour, sur le plan psychanalytique, sur le plan psychiatrique, pour expliquer que cette notion de pardon, du sincère, un pardon spirituel, je n'ai pas dit religieux quand je parle de spiritualité, je ne parle pas de religion. Ce pardon-là, ce pardon spirituel, sincère, mais il faut que tu fasses le chemin de Compostelle de A jusqu'à Z, pas en une seule traite, pas en plusieurs fois, parce que tu as besoin de ce silence, tu as besoin de cette réflexion, tu as besoin de te retrouver avec toi-même, tu as besoin de te reconnecter avec la nature, avec toute cette spiritualité de la nature qui va te nourrir. C'est un boulot de dingue. En fait, il faut le faire pour ceux qui peuvent, mais pas facile. Oui. Donc le but, tu parles dans ton livre aussi du triangle de Karpman. Oui. C'est d'en sortir. Il faut sortir, bien sûr, du triangle. Ce triangle qui gère, qu'on trouve dans toutes les situations. Absolument. Vous connaissez tous le triangle de Karpman? C'est sauveur. Sauveur, persécuteur et victime. Ok. Et nous sommes dans ce jeu depuis des millénaires. D'ailleurs, il y a un livre que je vous recommande d'un philosophe français qui s'appelle René Girard, qui s'appelle... La violence et le sacré. Ah non, c'était pas celui-ci. Le bouc émissaire. C'est la même chose. Oui, c'est un peu la même chose. La violence et le sacré, c'est beaucoup plus dilué, on va dire, plus religieux, plus spirituel. Mais le bouc émissaire, il explique, il démontre que depuis la nuit des temps, on a passé notre vie à trouver, les dirigeants du monde ou les dirigeants des pays ont passé leur vie à trouver des boucs émissaires pour monter une partie de la population contre l'autre, et puis d'arriver en sauveur qui est un faux sauveur, pour ensuite redevenir le persécuteur, et on recommence, et c'est comme ça ad vitam aeternam. Donc le pardon vis-à-vis de soi-même, cette notion de développer sa spiritualité, de cette ouverture à la spiritualité, c'est une façon de sortir du triangle de Karpman, et d'avoir, parce qu'on le voit aussi, plus les gens ont de philosophie, de culture, de rencontres, de curiosité et de spiritualité, et plus ils ont de recul et de capacité d'analyse et de compréhension des choses. Alors, et très souvent, on le voit beaucoup mieux avec des gens non diplômés, des gens du terrain, des agriculteurs, des paysans, qui ont cette habitude de vivre avec la nature, de ressentir les choses, de capter les informations, et qui se disent, là, il y a quelque chose qui va pas. Là, je plante pas mes tomates aujourd'hui. Eux, ils le sentent. Mais celui qui, tous les matins, prend son train pour aller au bureau, complètement zombie parce qu'il a joué à la PlayStation jusqu'à 2 heures du matin en fumant des pétards, et puis qui s'est réveillé en se prenant 3 vitamines C et je sais plus trop quoi, il y a une drogue de réveil là pour être en forme, et puis qui recommence, et puis il rentre chez lui à 10 heures du soir, la tête complètement explosée. Il peut pas capter ça, parce que c'est dans la méditation, c'est dans le recueillement, c'est dans la créativité en fait. Quand vous prenez le temps de créer quelque chose, que ce soit de la musique,
de la peinture, du graphisme, de la photo, de la poterie, tout ce que vous voulez, et que vous êtes concentré sur ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en méditation. Et à ce moment-là, votre cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Plus il va lentement, plus il est performant, plus il traite d'informations. C'est pour ça que souvent la nuit, soit on a des rêves, soit on se réveille le matin en se disant « Ah, j'ai une idée ». Mais dans le stress quotidien, le cerveau, il assure qu'on ne se rate pas la marche pour monter dans le train. Nos émotions sont extrêmement importantes. Donc, dans toute situation, il faut vivre nos émotions. Hein, c'est ce que j'appelle aussi dans mon livre, il y a un petit chapitre sur ce que j'appelle le cerveau spirituel. Nous devons, dans nos pensées, doivent être le reflet de ce que nous avons dans les tripes. Nous devons porter notre foi. Et notre foi, c'est pas la foi, je parle pas de la foi chrétienne, c'est la foi dans ce que l'on croit, dans ce que l'on veut, dans ce que l'on voit comme monde à venir. Donc, plus je vais le développer au niveau de mon mental et au niveau de mon cerveau, et alors bizarrement, vous allez voir, vous allez attirer des gens qui sont sur la même fréquence et qui fonctionnent comme vous. Nous, on a fait la réflexion avec Angelina, ça fait au moins depuis un an et demi. C'est très bizarre, tous les gens qui rentrent ici, alors je ne parle pas de ce soir puisqu'on a fait de la communication, etc., mais tous les gens qui rentrent ici spontanément sont tous sur la même longueur d'onde. C'est hallucinant. C'est comme si nos couleurs ou ce qui se dégage attirent les gens comme nous. Donc cette notion de spiritualité du cerveau, c'est vraiment une notion que nos anciens avaient. Hein. Si vous relisez les textes anciens, les textes sacrés, que ce soit les textes tibétains, les textes égyptiens, et même on a retrouvé des choses en Éthiopie, etc., les gens portaient ça en eux à longueur de journée. Il est urgent de redévelopper cette capacité. Moi, ce que j'enseigne et ce que je prône, c'est de regarder demain. En dégageant nos casseroles et nos blessures d'hier, donc en se pardonnant et en pardonnant à ceux qui éventuellement nous ont flanqué des casseroles dans le sac à dos, ou pire, ou qui nous ont blessés, ou des blessures que nous nous sommes données, parce que pour avancer demain, on en a besoin. Et mon souhait, moi, au travers de ce que je fais, au travers de tout ce que nous faisons ici, c'est vraiment de se dire, attends, on va arrêter de parler des gens qui de temps en temps nous appellent et puis ça dégouline de malheur, ok? Et quand on ose leur dire, ben oui, mais écoute, regarde demain, comment tu veux vivre demain? Oh, mais tu veux comment que je vive avec déjà tout ce que je vis depuis des années? Oui, mais imagine là, on va se mettre à rêver. Et le rêve est très, très, très important. N'empêchez pas les gens de rêver. Si, vas-y, mets-toi à rêver. Mais comment tu veux que je rêve? En plus, je prends des médicaments qui m'empêchent de dormir. Donc, ces gens-là, malheureusement, on ne peut rien pour eux. Donc, on aura beau être hyper empathique, hyper généreux, des vrais Saint-Bernard avec le gros tonneau autour du cou, on ne peut rien pour eux. La seule chose qu'on peut faire, c'est d'avancer dans cette dynamique pour qu'ils viennent nous rejoindre et comprendre comment ça fonctionne et qu'ils puissent s'y inscrire. Nous devons devenir des modèles, devenir des exemples, discrets, hein, on n'est pas obligé de s'afficher, mais discrets. C'est de dire, c'est pas grave, nous on avance d'une autre façon. Si tu as envie de venir nous rejoindre, t'es bienvenu quand tu veux. Oh mais non, c'est pas possible, tu te rends pas... Ok, regarde-nous de loin, mais nous, on avance. Et comme je suis intimement persuadé que ce nouveau monde dont je parlais déjà en 2012, 2015, etc., va arriver, ça va pas être simple, ça va être douloureux, mais ça va se faire. C'est ça qui est important, c'est de bien considérer qu'il y a une période de maturation, il y a un travail à faire. Simplement, et je reviens sur les travaux de Philippe Guillemant, si on est tout seul à le faire dans son coin, ça mettra peut-être, il le disait lorsqu'il était là à souper, ça mettra peut-être 1000 ans. Mais si on est 10, ça mettra peut-être 100 ans, puis si on est 100, ça mettra peut-être 1 an. Voilà. Parce que on va pouvoir augmenter ces fréquences, ces vibrations, tous ensemble. Et c'est ça mon souhait aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, pour dire, il y a un constat, il y a des choses qui ont été faites, il y a des preuves, on est d'accord ou pas d'accord.
chacun son truc. Je suis pas là pour critiquer. Je dis simplement, je n'accepte pas de me faire traiter d'une certaine façon par des gens parce que j'ai une vision de la vie qui est une autre. Et cette vision de la vie, je la défends au titre de l'humanité, pour mes enfants, pour mes petits-enfants en premier, pour l'humanité d'une façon générale. Et ce que je souhaite, c'est qu'ensemble on le fasse. Moi, j'ai la chance d'avoir pu vivre mes rêves jusqu'à aujourd'hui. Bon, donc, je vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Hein ? Seulement, le rêve que j'ai là, il est énorme. Il est à notre mesure si on s'y met ensemble. Et c'est ça que je souhaite. Alors, merci d'être là. J'aimerais que tu nous lises la fable de l'âme et de l'existence. Alors oui, ça m'arrive aussi d'écrire des fables. Alors ça m'a pris un beau matin parce que de temps en temps j'ai des épiphanies comme on dit. Et j'ai écrit ça, puis vous savez quand vous avez ça descend d'une traite. Voilà. La fable de l'âme et de l'ego. Une âme en sa grandeur avait choisi la vie. Une âme en sa splendeur avait croisé l'amour. Elle vibrait nuit et jour, respirait, souffle court, se débattant tant bien dans un corps de paraître, suffocant en silence, noyée d'incohérence. Du plus profond d'elle-même, elle voulait enfin être. Mais l'ego tout-puissant la forçait au silence. Un ego tout brillant, dominant, prétentieux, avait pris le pouvoir dans un désert illusoire, habillé de mots, de leurres et de promesses, maquillé d'apparence, se nourrissant des autres, séduisant et malin, manipulateur à dessein, construit de fausses croyances et de désespérance, se prenant pour un autre et soumis au miroir, l'ego se fortifiait pour garder son pouvoir. Il s'était fait tyran, voleur de vie, d'amour, refusant le partage et préférant l'outrage, dédaignant l'être au profit de l'avoir, voulant tout contrôler, petit dictateur, tricheur, menteur et beau parleur. Il criait « Liberté !» pour cacher ses peurs et son vide profond, donnant parfois le change à quelques pauvres cons. Il croyait tout savoir et pouvoir repousser chaque jour sans cesse sa triste vérité. Il se savait condamné car vide de toute âme, il n'était qu'un menteur assis sur son propre drame. Un soir, n'en pouvant plus, l'âme se tourna vers lui et lui dit « Je m'incline devant toi, l'ego, devant ta victoire. Toi, l'ego qui m'a fui et parfois blessé, comme s'il fallait me vaincre ou me désabusé. Toi, l'ego qui a tant peur d'être abaissé. Toi, pour qui le pardon est un manque de raison. Toi qui essayes de me faire croire, en me racontant des histoires. Oui, je m'incline, bien humblement, et je te dis bravo. Bravo, l'ego. Tu as gagné la bataille de l'amour, la bataille de la vie. Bravo, l'ego. Toi qui as peur des profondeurs de l'amour, toi qui refuses toute philosophie et spiritualité. Bravo, l'ego. Reste donc en surface. Moi, je reste à ma place. Je te laisse avec tes fausses conquêtes et tes futures défaites. Comme ce corps qui vieillit et qui va disparaître, comme cette vie chimérique et ton cerveau limbique, ton refus de lâcher prise et tes croyances de soumis. Je te laisse savourer le chemin qui ment. Je te laisse déguster tout ce qui est parement. Aussi pardonne-moi. Je te demande pardon de quitter ton chemin, de choisir d'autres lieux parce que sans vanité, moi, l'âme, bien que malheureuse, j'ai d'autres vies à espérer. Salut l'ego, je préfère te quitter avant de te haïr. Je préfère t'oublier avant de te maudire. Mon âme n'est pas à toi et je m'échappe avec elle. Mon amour, celui que je porte, celui que je vis, ne sera jamais un combat ni une liste d'épicerie. Il donne, il partage, il est liberté. Et en un dernier souffle, l'âme déclama « Alors toi, l'ami, toi, là-bas, ici-bas, oui, toi qui me lis, prends soin de toi, prends soin de moi. Ton corps n'est qu'une enveloppe qui transporte ton message. Ton corps n'est qu'une image qui peut se déchirer. Le vrai leadership est altruiste. Je ne suis qu'une âme dont le bonheur est d'aimer. Alors toi, l'ego de nos âmes,
exploite les valeurs. De nos âmes, puise ta profondeur. Tu sais mieux que moi, l'ego, qu'entre maître et valet, il n'y a pas de vainqueur. Alors de nos âmes, deviens le héros. Bravo. Merci infiniment. Oui. Juste une petite réflexion. Pourquoi le système ne sensibilise pas les jeunes générations à tout ça? De quoi a besoin le système pour survivre? L'inverse. Voilà. Voilà. C'est pour ça que nous avons, parents et grands-parents, une responsabilité terrible de faire des choses comme ça, en fait, de lire des poèmes aux enfants, de jouer de la comédie, de jouer du théâtre, de les instruire et de leur apporter autre chose pour qu'ils se rendent compte que ils ont le droit de s'emmerder à l'école, mais pas à la maison, quoi. À force de voir des gens heureux, à force de voir des gens qui sont en fréquence haute, parce que ça se voit quand tu es en haute fréquence, hein, ils vont se poser des questions. Et ils vont bien se rendre compte qu'il y a deux mondes qui existent, dans lesquels ils veulent vivre, ça va être à eux de choisir. De toute façon, malheureusement, c'est écrit, on avait fait une très belle soirée avec Jacques sur l'Apocalypse, il y a une grande partie de l'humanité qui va y laisser sa peau, mais pas son âme.